Bienvenue dans ce nouvel épisode Cash Coach, les coachs qui parlent cash. On va aborder une nouvelle fois et en complément d'un précédent Cash Coach, la structure sociale. Je suis avec Ludivine, Bonjour. Safia Bonjour. et Muriel, Bonjour. toutes les trois anciennes directrices de structure sociale. On va voir avec vous comment on peut aider notre public qui sont aujourd'hui dans un secteur à forte vocation humaniste, mais qui est en forte souffrance également, et apporter des compléments un peu plus concrets que ce qu'on avait pu le faire dans notre précédente émission, pour que vous puissiez, à travers votre expérience, ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu faire aussi dans ce secteur un peu difficile, pour différentes raisons et pour des raisons multifactorielles, voir aujourd'hui avec votre expérience, ce que vous avez vécu aussi, comment vous avez évolué, comment vous pourriez faire autrement que comme vous avez fait. Et on va tenter d'expliquer pourquoi en fait, vous avez agi peut-être de cette façon-là, parce que peut-être c'était par défaut, peut-être que c'était par manque de choix, ou peut-être juste par des raisons personnelles, ce qu'on va voir. Aujourd'hui, comment vous pourriez faire, et si ça peut s'adresser à vous, parce que vous pourriez être dans des situations similaires, ben c'est tant mieux. Vous pourriez prendre quelques tips de vos expériences. Donc aujourd'hui, plutôt orienté coaching, et comment avec cette approche-là, on peut arriver à mieux vivre de ce métier, et donc proposer en tout cas vos services, en tout cas ce pourquoi vous êtes dans ce métier, de manière la plus utile et plus écologique pour vous. Ça vous va? Parfait. Ok, donc je vous propose que chacune puisse apporter une expérience, une situation que vous avez vécue. Voilà, on va se poser des questions pour voir ce qui a pu se passer de façon à être le plus concret possible pour que nos auditeurs puissent se reconnaître. Savoir pourquoi vous avez agi comme ça. Il y a toujours une raison pour laquelle, voilà, il ne faut pas non plus se faussoyer. Et puis après dire, tiens, comment finalement, à travers ce besoin-là qui fait que je me suis comporté comme ça, comment je pourrais trouver une autre façon de faire qui soit plus utile, plus aidante, plus adaptée finalement à la situation. Ok? Très bien. Qui veut démarrer? Allez, c'est C'est parti. plus difficile. Hein. Allez, c'est parti, j'y vais. Allez. C'est toujours pas facile d'aborder ces moments un peu compliqués qui nous font pas briller. Mais qui est en pleine résilience. Voilà. Mais qui, justement, au final, avec le recul, apportent beaucoup et c'est bien d'y repenser. Donc, Expose le contexte d'abord. voilà. Donc, il y a quelques années de ça, donc, je gérais une petite association d'une dimension d'à peu près de 50 salariés dans le champ de l'insertion socio-professionnelle. Au début de ma vie professionnelle, en fait, je suis arrivée très vite de psychologue à l'interface des publics jusqu'à la gestion de cet organisme. Cet organisme était dans des difficultés financières et en redressement judiciaire. Et moi, donc, je me suis organisée ou articulée comme ça pour la sauvegarde, en fait, de cet organisme. Donc, j'étais en train de me former à la gestion des entreprises. Je ne sais pas si j'étais vraiment dimensionnée pour le poste, mais en tout cas, j'ai pris cette direction et je suis allée là. Et... Elle était déjà en redressement. Elle était déjà en redressement. Ok. Très bien. Donc, du coup, tu as repris en redressement. Tu occupais quelle fonction? Directrice adjointe et puis après directrice. Ok. Donc, en fait, tu as pris la direction pendant qu'elle était en redressement et tu étais directrice adjointe. Et puis directrice après sur la fin. Directrice après. Voilà. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que tu considères comme étant voilà, impactant pour toi en tant que directrice dans cette situation et qui amènerait à expliquer aussi pourquoi tu as agi de cette façon Alors, ce qui s'est passé là comme ça, c'est que donc moi je me suis mise à chercher, à me former en droit, parce qu'il y avait du droit social. Donc
aller faire des formations en gestion de l'entreprise, aller faire des... Voilà. Et je me suis enfermée dans une bulle en portant la mission de sauver cette boîte. Ok. Et là, j'ai vécu mon drame, c'est que ces collègues avec qui je partais en vacances il y a quelques années, il y a quelques mois, avec qui on avait partagé, qui connaissaient mes enfants, avec qui on allait au restaurant, se sont syndiqués. Ok. Et là, grosse scission, c'est-à-dire que ce pourquoi je mettais toute cette énergie, où j'allais en cours du soir pour faire des cours de droit, et cette équipe-là, elle n'existait plus au final. Je vivais la trahison. D'accord. Ok. Parce qu'avant d'être directrice adjointe, tu faisais partie de cette équipe. Oui. Ok. En quelle qualité? Psychologue. Psychologue. Puis après chef de pôle, chef de projet, chef de pôle. Il y a un cursus comme ça, mais qui est très rapide au final, hein, sur quelques mois. D'accord. Et qui fait aussi que peut-être c'est ça s'encaisse mal pour l'équipe. Peut-être, ok. Ouais. Donc du coup, si je comprends bien, évolution rapide, toi, quelque part, pour sauver l'entreprise et par loyauté vis-à-vis de l'équipe, tu fais des sacrifices, tu te formes, tu t'enfermes, toi, quelque part, dans une quête de savoir, d'information à travers la gestion et tout ça, pour finalement voir l'équipe se syndiquer. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je vis? Je vis qu'ils ne me reconnaissent pas, qu'ils ne me reconnaissent pas moi dans ce que je suis, en fait, qu'ils ne m'aiment pas. Et je reste enfermée là-dedans, en fait. Et je reste dans mon mécanisme à aller lire des livres, aller me former, aller appeler des experts. Ok. Donc ça doit vous parler, je pense, promotion interne quand on est collègue et qu'on passe après finalement à devoir les diriger. Okay. Alors qu'est-ce qui explique que toi finalement tu restes dans ton mécanisme à t'enfermer, à lire, à te former et à aller consulter des experts? En quête de légitimité. D'accord. C'est-à-dire moins ils m'aimaient, moins j'appartenais au groupe, plus j'allais vers ce que moi je ressentais comme de la légitimité. Connaître, savoir, apprendre, voilà. Ok. Et ça avait quoi comme conséquence d'avoir ces actions? Et je m'éloignais encore du lien en fait des personnes en fait, des liens informels qu'on avait pu et ils me connaissaient de moins en moins, je les connaissais de moins en moins et on s'écartait. Ok. Donc là, bon, pour les connaisseurs en approche systémique, boucle de rétroaction positive, plus finalement il m'exclut, plus je continue à faire la même chose, donc à me former, etc. Et plus je me forme, plus finalement je m'écarte du groupe et on en arrive à une escalade qui fait que ça ne fonctionne pas. Okay. Exactement. Pour autant, toi, tu ne fais pas exprès à ce moment-là. Ça te paraît, je pense, complètement adapté sur le moment de te mettre dans ces situations de recherche d'informations. Et pourquoi tu fais ça en fait? Donc tu disais pour rechercher de la légitimité, mais pourquoi finalement à travers de l'information? Pourquoi à travers de l'information? C'est parce que c'est comme ça que je me suis construite, hein, ou que j'ai appris, mais je pense que surtout... peut-être ce qui te sécurise le plus? Voilà, c'est ce qui me sécurise aujourd'hui le plus. C'est avoir un référentiel, quelque chose de dur, quelque chose de tangible, qui m'amènerait de la légitimité, qui rassurait peut-être mes peurs. Ok. Vous avez envie de poser une question du divine? Non. Ok. Donc qui te rassure, qui t'apporte une forme de sécurité à travers quoi? Un cadre? C'est quoi? C'est à travers, quand tu dis à travers quelque chose de dur, c'est quoi exactement? Quelque chose, c'est écrit en fait. C'est écrit. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, quand c'est écrit, c'est plus facile de se raccrocher pour quelqu'un qui serait dans l'insécurité qu'un lien. On ne sait jamais, on n'est pas sûr, quoi. Comment savoir si c'est la bonne solution? Ok.
Très bien. Comment vous préférez faire en fait? Est-ce qu'on fait toute l'histoire de Ludivine ou on parcourt chacune vos expériences? On peut parcourir parce Ouais, que ça c'est résonne. bien. Il y a des Oui, choses qui ouais. résonnent quand même. Ouais. Oui. Oui, c'est sûr. Donc on continue avec Ludivine ou Non, on fait- voilà, ouais, c'est ça. ouais, Quand parce tu dis que- parcourir, c'est. Ouais. Parcourir, ouais. Ok. Donc en Il est quoi en ça systémique. résonne pour toi? Alors moi, ça me résonne. Alors, j'aurais pas pris le même pas réponse, mais je ne serais pas allée chercher le côté des écrits ou de quoique de la formation. Ce qui me résonne, c'est à un moment donné, je suis directrice adjointe, je vais reprendre un peu ce poste-là, et d'une institution maison d'enfants à caractère social. On avait 10 structures dans un département qui est assez grand et sur 80 km de périphérie, donc elles ne sont pas toutes en lisse vue. Des tout petits, des mamans et des bébés qui venaient de naître, et puis des ados, pré-ados, etc. En protection de l'enfance. À cette époque, donc, je suis directrice adjointe, très débutante, avec une crise financière quand on reprend l'établissement, menace de fermeture, plan hors sec, quoi, vraiment dégainé. Au bout d'un an et demi, le directeur part quasi du jour au lendemain, donc je suis nommée directrice par intérim, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, et je suis en plein master. Je passe mon master 2 de management des organisations sanitaires et sociales, et là c'est bien compliqué. Même si je vais remercier le DG de me faire confiance, mais la direction générale était à 100 km. Donc on était comme un peu une forme d'isolement, même s'ils étaient assez présents, mais c'est pas tous les jours et H24. Donc on entame, et puis débarque aussi, anciennement c'était la NESM, avant que ce soit l'HAS, donc les recommandations de bonne pratique, c'était les débuts, les premières arrivent dans la protection de l'enfance, et avec les évaluations qu'on a à l'époque étaient distinctes, internes et externes. Et donc je devais mener toutes les évaluations internes à l'époque, tout début, on débarque, on reçoit le protocole, tout ce qu'il fait. Et moi, je suis quelqu'un plutôt de perfectionniste. J'aime que ce soit parfait, en tout cas de ce que moi j'imagine parfait. Et quand je vois, et ça me va bien, moi, tout ce qui est cases dans les cases, je fonctionne un peu comme ça, mais je vois l'ampleur de la tâche, déjà occupée à sauver un établissement d'une crise financière, des pratiques difficiles d'époque, etc. Donc beaucoup de sujets à porter, plus des déménagements, parce qu'il y avait des endroits où ils n'étaient pas aux normes. Donc ça fait quand même beaucoup à gérer. Et je me souviens, j'en parle comme ça, là, je crois que j'en ai très très peu parlé, donc j'ai une équipe de cadres quand même. Alors il y a eu deux périodes, des cadres qui étaient là bien avant moi depuis 20 ans, que je pilote quand je débarque. Et entre-temps, les départs en retraite, j'ai pu recruter une nouvelle équipe, et il y a quand même un changement progressif. Et puis l'institution, dans le futur, on s'en remet, et même on double de projets, etc. Donc l'équipe grossit aussi au fur et à mesure. Mais à cette époque, je me retrouve quasi seule, ou certainement, peut-être aujourd'hui je le ferai autrement, mais je me suis aussi mise seule dans mon bureau, et j'ai fini l'évaluation interne toute seule, le soir de Noël jusqu'à 3h du matin, et j'en ai pleuré pour de vrai, parce qu'il fallait qu'elle sorte certainement quelques jours après les fêtes. Et je me vois encore là, et ça me revient toute seule dans mon bureau à finir l'évaluation interne. Tout écrire. Je dis finir parce qu'elle avait commencé avec les cadres, mais vraiment, ça ne devait pas me satisfaire, j'imagine. J'ai tout repris. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené le soir de Noël à finir cette éval? Alors, sur le moment, j'aurais été incapable de répondre à cette question. Si, il y avait une date, une deadline. Ouais. Certainement qu'il y avait l'évaluateur qui devait arriver après, je me souviens plus bien des détails des jours, mais c'est sûr. Mais parce que c'était pas parfait, c'était pas bien écrit, il n'y avait pas des bonnes cases, des belles couleurs, mais c'est vrai, je suis allée dans les détails. D'accord, tu veux dire que ça ne te convenait pas comment c'était fait? Voilà. C'est ça. C'était pas possible. Ok. C'était pas possible, c'est-à-dire? Je me suis dit, on peut pas rendre ça. Hein. Voilà, ça donne pas une bonne image de ce qu'on fait, l'institution, etc. Ok, d'accord. Donc en fait, si je t'avais posé ces questions-là, à l'époque, tu m'aurais dit... je t'aurais envoyé bouler, j'aurais été plus raide que là aujourd'hui. Ouais. Je t'aurais dit, mais si, toi je t'aurais persuadé. Tu m'aurais dit, c'est évident, mais tu vois pas... C'est évident, regarde ce que c'est, on peut pas présenter ça
ça ne se fait pas, c'est pas possible. Mhm. Puis j'aurais été vraiment très persuasive. Bien sûr. Enfin, je t'aurais pas du tout écouté en fait. Oui. Enfin, Ouais. peut-être par politesse parce que je suis quelqu'un de poli. Mhm. Et voilà. Par rapport à un stress interne Ouais, terrible. terrible qui est le tien, par rapport à comment nous allons être évalués par Oui, rapport à parce ce que qu'on rend. c'est ça, parce que c'était pas forcément moi, mais c'était nous. Mhm. Puisque, en plus, l'institution est en crise. Enfin, il n'y avait pas de blanche hein, devant les financeurs, on avait un dilemme. Donc, je me suis dit, mais là, c'est fini, quoi. On ferme. Et là, j'avais vraiment, ce que je pensais. Pourquoi tu me dis Noël? Mais j'ai passé des Noëls à travailler. Moi, j'ai sacrifié toute ma vie privée, ma vie famille. Hein. Quand j'y repense des années après, j'ai passé des Noëls à travailler. Après, on a un métier. Quand on est éduque sur le terrain, on travaille les Noëls, on travaille des nuits, on travaille des week-ends. Donc pour moi, c'était normal. J'étais dans ce rythme-là depuis très nombreuses années, sauf que là, j'étais maman. Nuance par rapport aux époques d'avant. Ben, j'ai passé ma Noël à travailler. Ok. Donc finalement, beaucoup de sacrifices là, Oui. par rapport à un stress interne, en tout cas une préoccupation par rapport à des dictates personnels sur un jugement que tu portes sur ce que vous allez rendre et finalement le jugement que tu vas recevoir C'est ça, de la part de l'évaluateur. de l'évaluateur. Possible, parce que c'était que théorique, Ok. hein, hypothétique. Qui te met un stress. Et donc à cette époque-là, évidemment, tu as raison. J'ai Sur raison. Le regard que tu portes sur la J'ai qualité. raison, et en plus, auprès des équipes, quand j'y repense, alors j'ai plus tous les détails évidemment, mais j'imagine, ça devait être terrible, puisque je suis sur l'injonction. Il faut que ce soit parfait. Enfin, je ne devais pas avoir ces termes-là exactement, mais je donnais certainement pas des ordres, mais quand même des choses un peu serrées, pas trop de choix pour les cadres, pour que les équipes, eux aussi, avec toutes les responsabilités, puisque j'étais en plus directrice toute récente, par intérim, en plein master. Donc ça a dû en plus mettre un niveau, un level bien trop haut. Ok, très Ça a bien. bien accéléré la peur. Oui. La peur de quoi finalement? Alors aujourd'hui j'ai la réponse. Oui. La peur du jugement tout simplement, mais je ne l'avais pas à l'époque, c'était complètement inconscient. Bien sûr. J'ai toujours fonctionné comme ça. Hein. Ok, très bien. Bon, on reviendra sur ton épisode. Sacha, pour toi? Alors moi, ça m'évoque une situation, toujours la même chose, dans le cadre d'une reprise. J'arrive sur un poste début janvier d'un établissement en crise, parce que le directeur a été licencié. J'arrive derrière, ça a été l'histoire de toute ma vie, ça. Et avec un gros déficit financier. Gros établissement dans le champ du handicap, avec plusieurs services. Et je travaille jour et nuit, week-end compris, parce que c'est un travail d'archéologie en fait. Il faut que tu ailles fouiller dans les dossiers. En plus, le directeur avait tout effacé. Donc j'ai dû aller fouiller dans les dossiers physiques pour trouver un petit peu qu'est-ce qui se passait, etc. Je finis par trouver une grosse partie de l'origine du déficit financier qui est lié, pour ceux qui connaissent, au dossier Creton qui n'ont pas été traités depuis 10 ans. Et donc je les trouve physiquement dans une salle. Voilà. Dans une salle qui est fermée à clé. Je trouve les dossiers et donc je fouille tout ça, j'appelle la CPAM et je me rends compte que les dossiers, donc c'est une grosse masse d'argent, que les dossiers n'ont pas été traités. Et je cherche à comprendre ce qui se passe. Et en fait, la personne qui est en charge, donc c'est une assistante sociale, et si elle se reconnaît, pardon de ce que je vous ai fait. Oui, parce qu'à la fin, j'allais dire pardon si ceux qui se reconnaissent. Franchement. Mais sur le moment, j'ai rien vu. C'est-à-dire que c'est après. Aujourd'hui, je suis capable d'analyser ce qui s'est passé. Et donc, l'assistante sociale est en charge des dossiers Creton, et donc de les gérer et de faire remonter ces dossiers pour qu'on puisse toucher de l'argent. Et c'est une grosse masse d'argent. Et en fait, elle n'a pas fait ce travail, tout simplement parce que depuis des années, elle a endossé un rôle de directeur adjoint auprès du directeur qui a été licencié, mais sans qu'on lui ait donné officiellement ce poste. On lui a fait des promesses et rien n'a été écrit. Mais elle avait une appétence pour ce travail-là. Donc, elle a pris à bras-le-corps, surtout qu'ils avaient une évaluation à mener, etc. Elle a pris à bras-le-corps tout ce travail que ne faisait pas le directeur, avec une promesse d'une formation, d'un changement de son statut, etc. Mais effectivement, rien n'était écrit. Et elle a délaissé.
naïvement, elle a pensé, mais à nouveau, rien n'était écrit, parce que je lui ai quand même posé la question, que les équipes allaient se charger, parce que c'était tout à fait possible, que des membres de l'équipe, chacun se charge des dossiers dont il est référent au niveau Creton, à part que ça n'a pas été dit, ça n'a pas été acté, et donc personne ne s'est occupé de ces dossiers. Et donc moi, je lui rappelle que son boulot, c'est d'assistante sociale, et ce que je lui demande, c'est de faire son boulot d'assistante sociale. Et que la directrice, ici, c'est moi. Et en fait, très rapidement, elle demande à rencontrer mon DG, elle dit qu'elle est en souffrance, et elle demande une rupture conventionnelle, et elle s'en va. Voilà. Moi, j'ai réglé le problème, j'ai trouvé la fuite. Je négocie avec la CPAM pour qu'elle me reprenne. Bien sûr, elle n'a pas pu me reprendre 10 ans en arrière, elle n'a pas pu reprendre, mais voilà, je discute avec eux pour qu'ils puissent me reprendre un certain nombre de dossiers. Et moi, je suis très contente, je suis très fière de moi, j'ai fait mon boulot. Pardon. C'est vrai Pas que fière. c'est pas évident d'en parler des Ouais. années après, parce qu'on Ouais. se rend, comme on Bah se oui, rend oui, Voilà. bien compte sûr, bien sûr. sur le tard. Mais c'est- j'étais tellement persuadée Mais que ce c'est- que je faisais était juste. C'est tellement pas conscient en fait. Alors pour croyez-moi. toi, pour ta part, c'est quoi donc quand tu dis juste? Et ben juste, c'est je remets les choses à leur place Mhm. et je rééquilibre ce qui a à rééquilibrer. Tu sauves. Et j'avais pas l'impression de lui faire une injustice. Mhm. Puisque moi, je lui dis, est-ce que vous avez un papier pour me prouver Mm. que vous allez avoir un poste de DG, un poste de directrice adjointe? Auquel cas, moi, ça me posait pas de problème. Mais elle me dit, non, c'était juste un échange entre lui et moi. Je lui dis, bah, écoutez, à partir du moment où rien n'est écrit, vous retournez dans votre bureau, en fait. C'était courant Voilà. la pratique de l'oralité Voilà. dans Mhm. vos institutions. Hein. Oui, Il n'y a pas d'écrit. Hein. Mhm. Ok. Donc toi, ta préoccupation, c'était de remettre de l'ordre là-dedans. Voilà, c'est ma mission. C'est ta mission. Et d'ailleurs, je le disais, hein, je suis un mercenaire. D'ailleurs, Jean-Baptiste, Aux si tu me bottes, regardes, il Qui m'appelait, résonne dans les couloirs. voilà, Il il t'appelait m'appelait Attila. J'avais mes collègues directeurs de mon premier poste, c'est les directeurs, ils m'appelaient Attila. C'était que des bonhommes. S'ils me regardent, ils m'appelaient Attila. Ok. Voilà. Donc toi, en fait, tes dispositions là, à cette époque-là, c'était quoi? C'était ta démarche, ta psychologie là, à ce moment-là? Et ben, c'est un peu ce que je dis, je suis mercenaire. Tu me Ouais. confies une mission, tu me payes pour la mission, et ben, moi je la résous, parce que je sais faire ça. Voilà. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Effectivement, il y a le bruit de mes bottes, etc. J'en ai pas forcément conscience parce que c'est des choses qu'on me ramène, Mhm. mais une fois qu'on me le dit, je me dis, bah, ils font chier à avoir peur de ma voix. Enfin, je suis pas très grande. À l'époque, en plus, j'étais beaucoup plus mince, donc on peut pas dire que j'étais imposante physiquement. Donc pour moi, c'était leur problème, c'était pas le mien. Mhm. S'ils savent pas gérer ça, c'est leur problème. Je vois pas en quoi. Surtout que la majorité de mes équipes me kiffaient. Donc c'était toujours un petit nombre. Donc j'allais pas me laisser non plus enquiquiner par un petit nombre, quoi. Donc c'est Mhm. leur problème, c'est pas le mien. Tout à fait. Mm. Très bien. Alors, du coup, on a 3 situations, 3 personnalités. J'imagine qu'il y en a plein d'autres. Ah bah oui. Ouais. Que vous en avez vu plein d'autres. Plein d'autres, ouais. Et donc, bien sûr qu'il peut y avoir d'autres comportements, mais voilà, l'idée, c'est d'aller voir ce qui se joue derrière le comportement. Et donc, qu'est-ce que vous constatez qui est commun, finalement, dans ces 3 situations et dans ce que vous racontez pour l'instant où on en est, au final, dans la façon de répondre à ce qui se passe, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi je dirais que c'est la peur. C'est la peur, ouais. C'est la peur. Alors, elle est Pas inconsciente, peur hein, de la mais- même chose, Non. mais c'est une peur qui est commune. C'est une peur qui est commune, Et qui articule une perception. qui articule une perception, qui oriente un comportement Mhm. par rapport à ce qu'on est, et en fait, un mécanisme de défense, quoi, tout simplement, voilà. par rapport qui à nous quelque sommes. chose qui est à fort enjeu. Mhm. Qui plus est, et ça on l'accorde, parce que la suite qui va arriver, qui plus est dans un secteur Pas simple. hein. hostile, Ouais. violent, Mm. de par la nature de son fonctionnement et de son système. Pour autant, alors moi je le dis avec beaucoup d'aisance parce que je ne suis pas du secteur et que je suis entrepreneur et que j'ai appris à fonctionner comme ça. Mais c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements, c'est-à-dire au final on ne peut avoir prise sur la situation qu'à partir du moment où on reconnaît sa part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que c'est ma faute. Ouais. Ça veut dire, peu importe ce qui arrive,
Au final, si je veux changer, je ne peux changer que ce sur quoi j'ai la main. Mm. Donc ça veut dire, finalement, qu'est-ce que je fais qui pourrait être mieux fait ou plus adapté à la situation, sachant que vous venez de décrire exactement ce qui se passe dans toutes les situations, mais adapté à votre secteur, donc certains se reconnaîtront et comprendront, c'est que au final, je réagis avec les moyens du bord. Ça a toujours une fonction utile, ça a toujours une bonne raison d'être mené de cette façon-là. Pour autant, on ne comprend pas les conséquences que ça peut avoir, la perception que peuvent avoir les autres, puisque eux nous voient et ne sont pas en nous, et que on voit toujours les autres faire et ça va jamais, mais on ne se voit pas forcément faire, et nous ça va. Voilà. Pour autant, il y a des problématiques. Donc c'est ce message qu'on envoie dans un milieu dont on est très conscient, puisque vous êtes toutes les trois et on en a parlé dans un autre podcast, où effectivement c'est très compliqué. Il y a des injonctions, voilà. Pour autant, aujourd'hui, l'idée c'est de dire qu'est-ce que j'en fais, quoi. Donc, soit effectivement je pars, et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et le métier est en souffrance sur ce plan-là, d'autres se mettent en arrêt, font des burn-out. Donc là, l'idée c'est d'apporter autre chose, un autre regard qui pourrait vous être utile pour servir la cause, parce qu'elle est bien utile et elle est honorable. Exactement. Aujourd'hui, avec ce que vous connaissez, ce que c'est votre métier aujourd'hui, d'accompagner dans ce secteur, qu'est-ce que vous diriez dans vos situations pour faire ce pas de côté et arriver à voir les choses différemment, déjà dans l'interprétation, et puis après on verra finalement quels sont les types d'actions qu'on peut faire différemment, qui pourraient avoir une autre conséquence, et puis peut-être des choses qui pourraient être plus vertueuses. Peut-être pour ma part en fait, parce que au plus effectivement j'étais dans ma compulsion, dans ma peur, au plus j'observais les autres pour voir s'ils travaillaient 5 minutes en plus, 5 minutes en trop, ce qu'ils allaient truander. Fliqué, quoi. Un petit peu, j'avoue. Ok. Aujourd'hui, avec le recul, ce que je peux dire, c'est quelle énergie on peut passer à chercher à voir si les autres sont loyaux ou pas, quoi. Et toi alors, devant ton miroir, tu es loyal à quoi, en fait? C'est la question que je me poserai là aujourd'hui. Parce que vous avez vu quand même la puissance d'autoconviction que l'on peut avoir dans ces moments-là. Et puis ça peut aller loin. C'est comme si on avait des œillères, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Que ce soit dans toi, tu fais ce que je te dis, Voilà. toi, qu'est-ce que tu fais, ou toi, c'est pas parfait. Ça ne va pas, on recommence. C'est ça. Ok ? Vous avez vu comment c'est puissant, quoi. On a du mal à en sortir. Donc, toi, ta question, ce serait, et toi, est-ce que tu es loyal avec toi ? Ou loyal avec ce que tu veux faire vraiment, avec ce quoi. que tu veux faire vraiment. Okay. Et toi, Muriel ? En question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu te dirais, ou que tu te dis Si je vois quelqu'un comme ça que j'accompagne demain en disant stop, on arrête, on fait un pour essayer, en disant bon, parce que c'est enfin tu parlais d'énergie, j'ai déployé une énergie de dingue, quoi, à ne pas lâcher, à tout refaire, à refaire, et ça a mis des années, ce cercle vicieux. Là, la question c'est mais à quoi ça sert, à qui je veux prouver, enfin c'est à qui je prouve. Est-ce que je prouve à moi-même, ou est-ce que c'est dans l'intérêt, par exemple, des enfants que l'on accompagne, ou pour soutenir les professionnels, etc., ou pour montrer aux financeurs, ou est-ce que c'est pour moi-même? Donc c'est effectivement, là aujourd'hui, maintenant aujourd'hui ça va un peu mieux, j'espère, mais c'est ma part de responsabilité dans tout ça. Parce que j'ai fait des dégâts en faisant comme ça. Parce que je ne suis pas dans l'écoute, je n'étais pas dans le partage, je n'ai pas assez associé mes collaborateurs. Parce que pour reprendre l'autre podcast de tout à l'heure, c'est de l'autre jour, c'est les professionnels sont là aussi, ils sont chouettes, donc super idées, ils peuvent faire. C'est leur métier en fait, en plus les VAL, donc ouais, tout à fait. une partie. Ouais, tout à fait. Ok. Et toi, Safia ? Moi, c'est très simple. Moi, je dirais à la Safia de l'époque, parce qu'elle a récidivé, parce que
Je vous ai raconté cet épisode, mais je ne l'ai pas fait qu'une fois. Enfin, ça a pris d'autres formes. Et du coup, là, pendant que je vous écoute, j'ai tout qui me revient à l'esprit. Mais je dirais, Safia, se pourrait-il qu'à force de vouloir être juste, tu sois injuste? Et ça décliquerait quoi dans la tête de Safia à l'époque? Eh ben, ça permettrait de faire un pas de côté et d'aller regarder les choses, non pas du haut de mon promontoire, mais d'aller regarder les choses du point de vue de ces personnes dont aujourd'hui je comprends que je n'acceptais pas leurs difficultés parce que ça m'était insupportable. Voilà. Et j'accepterais d'aller regarder les choses de leur point de vue. C'est-à-dire que ce qui était juste de mon côté, aujourd'hui je le comprends, j'ai créé de l'injustice et ça permettrait du coup de ne pas simplement considérer ma carte du monde, mais d'aller considérer la leur. Parce que moi je suis arrivée pleine de... En plus quand on vient te chercher, tu arrives avec une espèce de légitimité, toi tu sais faire en fait. On vient te chercher pour ça, tu es le mercenaire, tu vas tout remettre d'équerre. Donc, et ça colle bien, on va dire, avec ma personnalité, voilà, de redresseur de tort. Et c'est tellement... J'ai cheminé quand même depuis. Et du coup, c'est tellement facile, surtout que j'ai une force de conviction qui est très forte. Et c'est tellement facile, c'était tellement facile pour moi que j'ai dû créer dans toute ma carrière énormément d'injustices. Mais parce que je n'ai jamais pris en compte la carte du monde de ceux que moi, je ne voulais pas considérer parce qu'ils me renvoient à quelque chose qui était insupportable, en fait. Ouais. Tu es en train de dire au final que le comportement de l'autre peut avoir une résonance en toi? Tout à fait. D'accord. C'est intéressant ça. Ouais. Alors, quelle résonance ça peut avoir chez toi? Le comportement des autres. Ben moi, je voyais des petits êtres malsains qui grouillaient. Et donc voilà. Et donc, plein en plus. Comment? Et plein en plus. Ils se Et plein. Hein. Voilà, c'est ça, de petits êtres malsains qui grouillaient autour de moi. Et puis en plus, dans cette posture-là aussi, du secteur du sanitaire et social, c'est que dans ma situation, il n'y avait pas que autour de moi, dans mon équipe, mais il y avait au-dessus. Donc là, en fait, Qu'est-ce que ça grouille? C'est ça. Qu'est-ce que ça grouille? J'étais vraiment entre les deux, à chercher à voir justement en quoi les autres étaient malsains, déloyaux, injustes aussi, ça me touche. Ça résonne avec, au lieu de effectivement regarder en moi, qu'est-ce qui pourrait faire que justement j'ai la posture juste, la posture loyale. Ok. Et pour toi, Mireille? Moi, c'est la crainte de l'autre. Je craignais les autres, qu'ils soient meilleurs que moi. Ça, c'est sûr. J'ai la trouille qu'ils soient meilleurs que moi. Le dernier, enfin, c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison, mais j'ai trouvé toujours fabuleux, tout le monde, enfin, incroyable. En même temps, le paradoxe, hein, c'est quand même que j'ai fini toute seule, donc j'ai balayé un peu beaucoup leurs idées. Je m'en excuse, enfin, j'ai quand même refait tout toute seule. Mais plutôt la crainte de l'autre, et du coup, je l'écoute pas. Ce qui me fait peur. Non, mais il est toujours à la comparaison, tu vois. Mais il est mieux ou elle est mieux. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, physique, intellectuel. Il y a plus de diplômes sur le CV. Alors là, moi, je m'effondre dans mon siège, etc., etc. Donc, c'est la trouille de ça. La comparaison, l'autre. Ouais. Donc, la résonance et l'écho, pour toi, c'était ça? Ouais, ils sont mieux que moi. Ils sont mieux, ok. Donc en fait, là ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que il y a une forme de compréhension du comportement. Donc si on a un peu appuyé en disant qu'on a toujours une part de responsabilité dans une situation, en même temps,
il y a toujours une explication aussi Bien sûr. de pourquoi en fait on s'est comporté de cette façon-là. Mais en allant chercher ce qui est derrière, on peut agir dessus, puisqu'on comprend la nature de ce stress, on comprend les croyances qui vont s'en dégager, les émotions aussi, et ça, on peut faire un pas de côté et arriver à se comporter de manière différente, même si ça a de la puissance. Ok. Donc si vous aviez pu changer, ou si vous avez changé donc dans d'autres situations, donc pour reprendre votre situation, où vous avez fait ce pas de côté, où ce stress s'est emparé de vous quand même, mais vous avez réussi à faire. Qu'est-ce que ça a apporté de mieux ou de différent par rapport à donc, des personnes qui se sont dressées devant toi, par rapport à ton isolation ou des ruptures conventionnelles qui sont demandées ou les gens qui se partent. Qu'est-ce que ça a apporté dans d'autres situations, le pas de côté que vous avez pu faire quand vous étiez face à, dans d'autres situations, à ces mêmes stress? Pour ma part, c'est de faire confiance, évidemment. Mais du coup, c'est vrai que c'est presque dans la posture du dirigeant, c'est presque et du dirigeant psy. Vraiment, cette prise de conscience à presque diagnostiquer, en fait, ça va dans mon mécanisme. Un tel, il est comme si, un tel... Donc forcément, c'est forcément moi qui ai raison, quoi. Pour ma part, une expérience où j'ai pu faire ce pas de côté et donc du coup mettre en œuvre la confiance, ça a été donc une expérience, on va dire bénévole, dans un club sportif où j'ai organisé la direction du club en îlot par pôle de responsabilité et du coup en réussissant à ne pas aller mettre mon nez là où j'étais pas concernée. Alors ça, c'est la voie suprême d'évolution. Ok, alors attends, je vais te titiller un peu, mais moi si je regarde le podcast, je te dis, mais ok, mais, avant tu avais des cons et après tu avais des intelligents, c'est pour ça que ça a marché. Non, d'accord avec ça? Moi non. Aujourd'hui. Okay. J'aurais pu dire ça à cette époque-là. J'aurais pu dire effectivement, là les gens sont bien et là les gens sont pas bien. Ok. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je suis capable de comprendre que c'est ma crainte qui influençait, en partie, évidemment, le comportement des autres. Okay. Parce qu'effectivement, je mettais les sources d'autorité ou de légitimité sur des formations, sur un diagnostic, au lieu de peut-être mettre dans le lien ou la confiance. Ok, intéressant. Bah, moi, de la même manière, cette compréhension, qu'est-ce qu'elle permet de changer? Elle permet de changer en fait que ce que j'essayais d'éluder derrière un « c'est comme ça et c'est pas autrement », c'était ce que ça me renvoyait finalement de ma propre, je vais pas dire noirceur, mais de ma propre faiblesse. Et tu vois, j'utilise le mot faiblesse, je ne devrais pas dire faiblesse. D'une partie de moi que je considérais comme étant une faiblesse et que je ne voulais surtout pas prendre en compte, parce que là, prendre en compte, ce serait signifier que ça existe, et si ça existe, ça veut dire que ça existe aussi chez moi. Alors, pour être une mercenaire, il ne fallait pas qu'il y ait cette partie-là. Donc, il valait mieux pour moi la dégager, en fait, de ma route. Ou alors, s'il y a quelque chose de difficile, de faible, bah, je veux bien être un protecteur. Mais ne me renvoie pas que cette partie, elle peut exister chez moi. Et c'est ce que cette personne a pu me renvoyer. C'est-à-dire qu'en me disant, bah oui, mais on m'avait promis un poste, etc. Et moi, j'avais envie de lui dire, bah, bouge-toi, quoi. Moi, j'ai fait mon master sur mon temps perso, avec mes sous, etc. Ça me renvoyait quelque chose d'insupportable. Donc aujourd'hui, ce que ça change, c'est que je peux prendre en compte cette partie-là de ce qui fait l'être humain, sans me considérer en danger, parce que je l'accepte, et parce que j'accepte que ça existe chez moi, et que ça me rend pas moins pertinente ou moins efficace. Mais il a fallu un long chemin
pour que j'accepte que ça existe à l'intérieur de moi et que ça ne me rend pas moins pertinente en fait. Et il y a eu des situations où tu étais dans cet état d'esprit et ça a changé quoi? Oui, sur mon dernier poste de direction. Ok. Où là, j'ai pu vraiment co-créer avec une équipe qui était... Donc, j'arrive encore après le licenciement. Mais c'est vrai, on pourrait regarder toute ma carrière, mais ça a toujours été comme ça. Depuis mon premier poste de cadre en 2006, j'ai fait que ça. Voilà. Et on peut dire que c'est le hasard, mais je pense pas. Et où là, j'arrive encore après, je crois que c'était une rupture conventionnelle. En tout cas, voilà, c'était chaud en tout cas. Et où effectivement, j'ai travaillé de cette manière-là, avec un établissement qui était pointé par le département, qui était en très grande difficulté, et sur tous les aspects, hein, violence des enfants, violence de l'équipe entre eux, etc. Et où effectivement, j'ai pu travailler comme ça avec l'équipe, et en plus, c'était en plein Covid, et où on a fait quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, avec cette équipe et ces enfants-là, on a pu faire quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai accepté d'être moins Madame Web. Voilà. Moins mercenaire. Moins mercenaire. Voilà. J'allais faire un jeu de mots. Ok, mais pareil, est-ce que peut-être tu avais des personnes différentes, peut-être que... Bah, tout comme Ludivine, il fut une époque, d'ailleurs je le disais, des cons. Voilà, tous des cons, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais, j'aurais pu le dire à une époque, mais non, la réalité c'est que on a toujours, comme dans la composition de n'importe quel échantillon, il y a des personnalités différentes, il y a des gens qui sont motivés de manière différente, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, il y a des gens qui viennent d'arriver, il y a des gens qui sont impliqués, il y a des gens qui sont moins impliqués, enfin tu retrouves partout la même chose. Ce qui vient changer, c'est la manière dont tu les considères, la manière dont tu leur laisses aussi une place, et ce que tu acceptes en tout cas pour moi, je parle de ma personnalité à moi, pas d'incertitude, mais qui a une part en tout cas que je vais moins maîtriser, puisque j'accepte de leur donner. Et donc peut-être que ça ne sera pas fait comme moi j'aurais voulu le faire, de façon, voilà, de façon un peu, on y va. Et j'accepte de leur laisser cette place, et ils ne la feront pas comme moi, mais ils feront. Et finalement, c'est ça qui est important, puisque c'est au service des usagers. Ok. Et même si ça peut avoir un côté désagréable sur le moment, cette perte de contrôle, Oui. au final... Bah, j'ai beaucoup gagné. J'ai énormément gagné parce que du coup, je me suis retrouvée avec des équipes plus autonomes. Finalement, des équipes qui m'ont quand même, puisque j'avais besoin de ça, porté au nu. Voilà, en tout cas qui me valorisaient dans ma fonction. Et du coup, le fait de travailler avec des équipes qui sont plus autonomes, eh ben, j'avais moins de stress que j'ai pu l'avoir dans mes postes précédents, où je travaillais les week-ends sans arrêt, quoi. Ok, très bien, merci. Pour toi, Muriel? En tout cas, ce que j'en ai appris et ce que j'ai essayé de faire différemment, c'est autour d'un projet. J'ai vraiment là écouté tous mes collaborateurs, des salariés de terrain, des cadres, etc. Et à certains endroits, j'ai laissé faire. Bon, je regardais à peu près, un peu pas tout. T'as pas refait? Mais j'ai pas refait. J'ai pas refait. J'ai même, au contraire, ça a créé une super dynamique. Moi, j'ai adoré. Une super synergie, des choses que je n'avais pas pensé, évidemment, c'est logique, sur des projets ou pour des ados, hein, sur un groupe d'ados difficile. Ça a créé super originalité, même le département a adoré, des expérimentations superbes, enfin génial, quoi. J'ai réussi. Très bien. Mais du coup, tu avais peut-être des personnes plus compétentes aussi? Non. Enfin, pardon, tous étaient compétents en fait. C'est juste que là, c'est moi qui les écoute et qui accepte toutes ces différences. Et c'est vraiment l'écoute. Les respecter, les écouter, bien les comprendre. Et mettre, voilà, je regarde la table parce que c'est vraiment, on met tout au milieu de la table. Et en fait, c'est comme si le côté pyramidal, où j'ai complètement bifurqué après sur cette réflexion, saute. Et on est en horizontal. Ça ne retire pas les responsabilités de chacun et qui doit décider au final ou prendre la responsabilité.
Mais là, c'est vraiment, on est dans l'émergence, on y va, on déblaye, chacun y va avec ses idées, tous les postes confondus, et c'était vraiment génial. Et c'est possible c'était certainement possible à l'époque, mais c'est moi qui n'ai pas saisi cette opportunité qu'aujourd'hui, où il y a peu de temps, quoi. Ok. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, pour ceux qui nous regardent. Dieu sait que ça me coûte. C'est pas simple, et parce que là, du coup, ça remue, enfin, ça résonne, hein, ça nous renvoie. On est dans quelque chose de très authentique, mais aussi très perturbant. Ouais. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la manière finalement dont je vais me comporter, j'ai un pouvoir d'influence. Tout à fait. Et de retour sur ça va bien se passer ou pas. C'est clair. Tout à fait. Ce qui peut être sur le moment très compliqué à percevoir ou à intégrer. Tellement, tellement on peut avoir peur. Tellement c'est hostile, tellement c'est complexe, tellement en fait finalement on se retrouve dans une dynamique négative. Plus c'est négatif, plus finalement on dresse nos mécanismes de défense. Boucle de rétroaction. Et finalement, quand on fait l'inverse de ce qui pourrait être intuitif, faire confiance quand il s'agit d'espionner tout le monde pour voir, ou lâcher le contrôle quand il s'agit d'avoir la maîtrise pour faire ce qui est juste ou ce qui est bien ou parfait, et accepter que ce soit un peu moins parfait, finalement, on arrive à avoir une osmose. Ça n'a rien à voir. Et comment vous l'expliquez ça? Comment on explique en fait c'est prendre sa part de responsabilité, faire le pas de côté, comme disait Safia. C'est de voir le problème dans l'ensemble en fait, en se mettant aussi dans le problème. Hein. Parce que c'est une question importante, difficile à répondre, mais importante parce que, comme je l'ai dit dans l'autre podcast aussi, je suis en dehors de ce secteur, mais je vois, parce que je vois plusieurs secteurs et je vois, à juste titre, je pense, parce que c'est réel, beaucoup de victimisation, beaucoup de déresponsabilisation dans le milieu, à quel que soit le niveau. Parce que les institutions d'État sont en feu, on est clair, que ce soit le sanitaire et social, le public, l'éducation, enfin bref, c'est beaucoup d'injonctions. Donc, mais en même temps, à un moment donné, quand je suis éducateur, je ne peux rien faire. Entendre ça, ça peut être choquant. Donc, je pourrais me dire, en tant qu'éducateur, si je vois cette vidéo, me dire, mais vous n'avez pas les gosses que j'ai, quoi. C'est pareil, à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous diriez à cet éducateur qui est, maintenant, mais quand il y en a un qui fait, alors je ne vais pas, des atrocités à un autre, on fait comment? Parce que ça, c'est la réalité du terrain. Et quand on me demande de faire un reporting sur un truc que je ne peux pas m'occuper, parce que si je ne fais pas le reporting, j'ai une mauvaise note ou je ne sais pas quoi, et en fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un peu ça, en fait, qui se passe sur le terrain. Comment... Alors moi, je répondrais que ce soit à l'éducateur ou au directeur, qu'il ne s'agit pas de l'accuser, qu'il ne s'agit pas de le responsabiliser du problème, mais qu'il s'agit de l'amener à repérer ses leviers d'action. Ce sur quoi il peut agir. Et dans quel intérêt? Parce que c'est souvent ça qu'on oublie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les leviers d'action, mais des leviers d'action pour faire quoi? Pour répondre à une injonction ou au service de la relation avec l'usager. Et je pense que la seule manière de s'en sortir dans ce travail qui est impossible, vu le contexte, c'est de se dire, je choisis les leviers d'action au service de quoi? D'une réponse à une injonction ou d'une réponse aux besoins de la personne qui est là, en face de moi, quel que soit le type de public, et que je choisis mes leviers d'action juste dans la construction de cette relation. Voilà. Et c'est un choix, ça, qui nous appartient. Que ce soit un directeur ou que ce soit un professionnel de terrain,
il choisit un levier d'action au service d'une injonction ou au service, alors ça ne veut pas dire que c'est toujours opposé, parfois on peut faire les deux, mais souvent l'énergie que l'on met à répondre aux injonctions fait que on perd de l'énergie au service des usagers, et c'est comme ça qu'on en arrive à de la déresponsabilisation. Ah mais vous vous rendez pas compte, moi j'ai pas le temps de faire ça et de faire ça en même temps, etc. Donc la seule question à se poser, et c'est peut-être une façon de lutter autrement, on en avait parlé, hein, plutôt que de faire grève, voilà. Peut-être que c'est une autre manière de lutter, c'est-à-dire de choisir des leviers d'action qui soient au service de la relation, plutôt que des leviers d'action qui soient au service de l'injonction. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'aime bien ce que tu dis sur au service d'eux. Effectivement, c'est le pourquoi et déjà pourquoi je suis là et comment je fais. Parce que c'est vrai que les éducateurs vont nous dire, à juste titre, hein, je suis toute seule ce soir. Ma collègue n'est pas venue, il y a l'arrêt maladie, il y a le taux d'encadrement là, qui en ce moment est en train d'être soulevé, c'est pas nouveau. Je suis tout seul, je fais comment? J'ai un jeune en crise, j'ai un autre qui a fugué, etc. C'est la vraie réalité. On ne cache pas ça quand on dit au service d'eux, mais c'est dire, mais du coup, en tant qu'éducatrice ou éducateur, mais je fais quoi? Elle est où du coup la priorité de la priorité dans l'urgence? Parce qu'ils sont toujours dans l'urgence aujourd'hui. Mais regarde, typiquement un exemple, tu vois, l'exemple que tu donnes. L'éducateur qui se retrouve seul et qui dit comment je vais faire pour gérer le repas, la crise, etc. Et c'est quand l'institution, elle ne permet pas. Quand l'institution elle-même, elle n'est pas d'un rapport d'adulte à adulte avec les professionnels, eux-mêmes, ils en oublient de se dire, même si c'est des gamins, je peux être dans un autre rapport avec eux. C'est-à-dire tout simplement de les responsabiliser et de leur dire, écoutez, moi ce soir, je suis seule, il va falloir préparer le repas, il va falloir, il y a sûrement, gérer, voilà. Ouais. Donc, je ne peux pas tout faire. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour... Et on en oublie ça. Et on n'en oublie pas parce que les éducateurs, ils sont bêtes. C'est tout simplement que l'organisation ne se comporte plus comme ça avec eux, parce que je pense qu'avant, elle le faisait. Mais elle ne se comporte plus comme ça avec eux. Et du coup, eux, ils ont perdu ce réflexe et cette habitude. Et du coup, ils ne voient plus que le gros point noir, c'est je vais être seule ce soir. Comment je vais gérer? Et du coup... Voilà. Et ça peut amener des situations à passer des heures à téléphoner au cadre d'astreinte. Voilà. Pendant que là, le groupe explose pour de vrai. Voilà, exactement. Alors qu'il a perdu le bon sens. Après, on comprend aussi pourquoi. Mais on peut comprendre. Bien sûr. C'est pas stress, mécanisme de défense. Tout à fait. Je me défends comme vous avez expliqué vos trois situations. Et résultat, ça entraîne encore plus le rôle de ce que je veux pas. Exactement. Le rôle de l'institution, est-ce qu'il y a trop de procédures ou on en perd le bon sens? Comme un père de famille ou une mère de famille. Et si... Parce que là, la question, ça va toujours être, est-ce qu'on peut changer le système? Voilà, on n'en est pas là. Donc, c'est comment on agit localement. Et donc, si chaque directeur, puisque ce sont des managers, s'ils nous regardent, c'est comment eux-mêmes donnent cette possibilité à leurs équipes de terrain de leur dire, on va choisir nos leviers d'action au service de la relation. Et parce qu'on sait très bien que ce qu'il y a derrière, c'est la peur. La peur de la sanction, la peur d'être viré parce qu'on n'a pas bien fait son travail, etc. Donc si les équipes de terrain, elles sentent que leur direction a confiance et qu'elle favorise juste la relation, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la relation, c'est l'apaisement. Moi, j'ai eu la chance dans mon dernier poste de directrice d'avoir une directrice adjointe qui m'a fait confiance sur cet aspect-là. Et parce que c'est ça que j'ai travaillé avec l'équipe. Puisque c'était un service qui explosait, il y avait énormément de violence, elle m'a permis de faire ça avec eux. Et du coup, nous, on a retravaillé le lien de confiance avec ces enfants-là, qui étaient exactement les mêmes qui étaient accueillis dans les autres services, qui, eux, explosaient, mais plus dans notre service à nous, alors que c'était exactement les mêmes enfants. Et donc, si chaque manager, mais à nouveau, moi, j'ai eu cette possibilité parce que ma N+1 m'a autorisé à le faire. Tous les niveaux. Donc, voilà. Donc, c'est comment tout ça, ça peut se décliner de manière à ce que les équipes de terrain, elles puissent se dire qu'elles ne sont pas dans un monde où il n'est plus possible de travailler, mais elles sont dans un monde où ils peuvent rechoisir là où est le sens et l'importance de leur travail. Tout à fait. Tu dois en voir dans tes analyses de pratique des cas comme ça. Alors c'est vrai que du coup, maintenant je suis intervenante, que ce soit sur des leviers organisationnels ou auprès des
des professionnels et où effectivement on peut voir aussi. Et ça, c'est à chaque niveau, C'est pour tout le monde. évidemment, parce que on est tous pareils. On aimerait que l'environnement soit gentil avec nous. Sauf que l'environnement répond à des injonctions, à des systèmes, et que tout ça vient nous amener à réagir, à nous influencer. Donc c'est chacun finalement à son niveau, que ce soit un directeur, un éducateur, Chef de service. un chef de service, de réfléchir autrement, d'arriver à faire ce pas de côté, de sortir comme on peut. Donc évidemment que... Alors qu'est-ce qui vous a permis, à toutes les trois, et ce sera le mot de la fin, à finalement arriver à faire ce pas de côté et à agir de manière différente pour un résultat différent à votre niveau, même si les injonctions étaient les mêmes et même si les gens n'étaient pas plus intelligents qu'avant ou que dans d'autres situations. Qu'est-ce qui a fait la différence? Moi, c'est la rencontre avec Odébi. Et grâce à Safia d'ailleurs, 3 ans, un peu plus de 3 ans d'ailleurs, on en avait discuté, où je sentais que j'étais en cercle vicieux, que je reproduisais, et il y avait quelque chose qui coinçait. Là vraiment, avec beaucoup plus de prise de conscience. Moi je pense qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Il nous faut un effet miroir, il faut du temps aussi, et il faut être capable de se dire stop, quand la fatigue s'installe, quand le questionnement arrive, etc. Donc du coup, Safia m'a fait rencontrer Odébi, et j'ai démarré le programme de Vous en mieux, qui a duré, à l'époque c'était 6 mois, au tout début. Aujourd'hui il est 5 mois, 6 mois, et là c'est le travail sur soi. Et je crois beaucoup à ce travail sur soi nécessaire pour du coup venir comprendre ce comportement, se rassurer, essayer de ces prises de conscience, parce qu'on le fait bien sûr inconsciemment, et je m'excuse aussi pour tous ceux de l'époque, tout est très inconscient, de très lointain aussi. Donc tout ce programme de Vous en mieux, et j'ai continué avec le programme Born to Coach aussi, pour renforcer, continuer toute cette belle expérience, et ça a donné tout ça. C'est ce qui t'a donné envie finalement de retourner dans ce métier avec une autre position et d'aider. Alors en fait, oui, entre-temps il y a eu d'autres événements, mais je crois que c'est moi qui ai pris ma responsabilité cette fois-ci, de quitter toute ma poste de direction générale, parce que je ne me sentais plus avoir du sens par rapport à mon origine et même ma vocation de ce métier, mais je voulais surtout aller auprès des managers et des dirigeants d'aujourd'hui, qu'ils soient chefs de service, directeur général, pour venir étayer et faire cet effet miroir que moi j'ai eu la chance d'avoir, pour continuer malgré ces incertitudes qu'on connaît dans le social ou médico-social ou sanitaire, parce qu'il y a quand même des belles choses à faire, justement dans la relation. Mais il faut un miroir. Enfin, moi je pense qu'il faut vraiment cet effet miroir. Moi, c'est la même chose, hein, c'est le travail que j'ai pu faire avec toi, qui m'a permis vraiment un travail de réflexivité, de me regarder fonctionner, de comprendre qu'est-ce qui venait appuyer à chaque fois chez moi. Et ça a vraiment été une grande compréhension, et qui m'a fait comprendre aussi que je ne voulais plus diriger des établissements. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'accompagner aussi les cadres dans cette compréhension. Parce que malheureusement, les formations de managers, il y en a de toutes sortes. Moi, j'ai fait l'IAE, mais il y a toutes sortes de formations, mais qui nous donnent plein d'outils. Mais il n'y a pas une formation qui nous permet de travailler avec l'outil le plus important qui est nous-mêmes. Et ça, c'est absolument pas vu. Sauf si on me démontre le contraire, mais il n'y a rien dans les formations en fait, de cadres, de direction. Il n'y a aucun module, il n'y a absolument rien sur notre outil principal qui est nous-mêmes. Et justement sur le comment, je disais souvent aux équipes, vous avez les directeurs que vous méritez, mais ça c'était avant. Maintenant je dis on a les équipes qu'on mérite, parce qu'effectivement il y a cette interaction qu'on peut avoir sur eux, et ça ce n'est vu dans aucune formation. Il n'y a pas une formation de master, hein, je ne me trompe pas, où il y a une partie qui est sur l'outil principal qui est nous-mêmes. Donc voilà, j'espère qu'un jour on pourra faire aussi quelque chose de spécifique, parce qu'il y a énormément de souffrance, et c'est en ricochet. Hein. S'il y a de la souffrance chez les managers, ça veut dire forcément qu'il y a de la souffrance chez les équipes de terrain, et donc ça veut dire qu'il y a de la souffrance chez les publics accueillis.
C'est sûr. Voilà. Alors pour moi, le chemin, travailler sur moi en tant que psychologue, c'était évident. Mais j'allais dire, en fait, c'est un ensemble de réflexions sur moi qui me permettent d'avoir aussi quelque chose d'impactant. Donc un vrai accompagnement de remise en question. Ce que du coup, en tant que psychologue, je reconnais aussi au coaching, c'est l'impact. Et un petit peu et pas un petit peu, mais le côté qui va être percutant dans la situation. Ouais, tout à fait. Voilà, après au-delà, au débit, c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi, c'est comprendre sur quel interrupteur on agit qui me fait réagir, aussi loin que ça puisse aller, et puis là après on peut aller dans la thérapie. Mais le coaching, on peut ne pas y aller pour comprendre et réagir de manière différente et finalement avoir le pouvoir de se créer quelque chose de différent, chacun à son niveau, chacun dans son périmètre, chacun dans sa fonction. Même si on aimerait que effectivement l'environnement soit plus gentil avec nous. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Mais par contre, voilà, chacun a son pouvoir à son niveau de changer les choses. Et donc vous l'avez fait à votre niveau, vous avez vu des éducateurs aussi le faire. Et donc ça, voilà, ça offre de véritables changements et une véritable adaptation. Et donc bien sûr que si, là je fais la boucle avec l'autre podcast, et si on nous entend plus haut, il y a des moyens pour faire changer les choses, parce qu'évidemment plus c'est gros et plus c'est difficile à faire changer les choses, mais c'est possible. Donc je sais aussi que dans les institutions, pour en rencontrer, il y a des gens qui se posent des questions. Je sais plus, c'est toi qui disais, des tables où peut-être que voilà, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ou sur l'avenir proche, là, sur demain. Tout à fait. Les gens ne sont pas bêtes, ils savent très bien, ils voient très bien aussi qu'il y a une souffrance et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas toujours comment faire. Il y a des solutions, donc que ce soit au niveau individuel ou collectif, pour changer les choses. Voilà. Et donc moi j'ai beaucoup d'affection pour ce secteur parce que je retrouve certaines valeurs de haut débit dans ce secteur. Et je trouve dommage en fait que ce soit autant en souffrance, alors qu'on a des leviers aujourd'hui connus et qui ont fait leurs preuves pour pouvoir faire en sorte que ce soit autrement. Yes. Je vous remercie pour votre témoignage et cet apport. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.